Le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 juin. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie de mise en circulation des locomotives, accompagnée de plusieurs wagons pour l'acheminement et l'évacuation des produits agricoles. Ça s'est passé à Lubumbashi, nous sommes là dans le Haut-Katanga. À l'international, les exportations non pétrolières de l'Égypte sont passées de 15 milliards en 2023 à 16 milliards de dollars américains en 2024, une hausse due à l'essor du secteur agricole. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce jeudi la cérémonie de lancement de trains de service national. Il s'agit de 30 wagons fermés et 15 autres ouverts, 10 citernes et 2 locomotives. Selon le général-major Jean-Pierre Kasson-Kabouik, commandant du service national, la mise en circulation de ces trains est une réponse favorable aux nombreuses difficultés d'évacuation de récoltes et d'acheminement d'intrants pour le travail du service national. À la DGRK. Au sein de la direction générale de la Centre de Kinshasa, il existe à ce jour 29 groupes à vocation syndicale qui représentent les agents. Et qu'il n'est pas facile de les contenir, mais il nous a semblé bon qu'un climat de dialogue puisse régner. Et ce dialogue entre la haute direction et le groupe à vocation syndicale a produit aujourd'hui ces effets. La revisitation du cadre réglementaire, les autres actions et réformes entreprises. Ce point sera abordé d'une manière exhaustive lorsque nous répondrons à la question relative aux réformes que nous avons initiées depuis que nous sommes à la tête. Cependant, il a fustigé le comportement de certains cadres et agents de la DGRK qui sont plus dans le coulage de recettes, surtout le fait qu'ils ne travaillent que pour leur propre poche, également la politisation de la DGRK. De leur côté, le cadre et agents de cette régie financière ont rejeté la justification de leur directeur général. Sa défense est suite au mémorandum que les femmes avaient écrit, où nous étions en train de déplorer les mauvaises conditions de travail et la mauvaise prise en charge par rapport à la rémunération qui était vraiment modique. Et nous avons déploré des engagements excessifs pendant qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, on ne nous donne pas suffisamment d'argent et ils n'arrêtent pas d'engager. C'est ça, nous sommes venus ici pour demander à ce que les députés puissent prendre conscience et qu'ils puissent faire leur rôle. Signalons que cette interpellation fait suite aux manifestations de cadres et agents de la DGRK le 27 mai dernier devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa et la DGRK. Ces dernières revendiquaient notamment la mécanisation des agents et cadres de la DGRK, les engagements abusifs et excessifs de la prime de mobilisation, la prime de contentieux, les conditions de travail, droits et avantages. Signalons aussi que le DG Moussaka va revenir ce vendredi à l'Assemblée provinciale pour répondre aux différentes préoccupations des députés provinciaux. Encore une brève dans ce journal, le procureur général près la Cour de cassation vient de donner injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel d'engager les poursuites judiciaires contre les auteurs des pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel, ainsi que les auteurs des nuisances sonores. Firmin Vondé a, dans sa lettre d'injonction transmise à ses chefs d'office, déclaré que c'est en rapport avec la lettre du ministre de la Justice que cette injonction a été émise.
La RDC voudrait faire un pas de géant dans le domaine de la connexion Internet en faveur de sa population. Mais quels sont les défis et opportunités pour y parvenir? Les opérateurs de différents secteurs ont tenté de répondre à cette question au cours d'un forum dénommé Africa Tech, organisé ce jeudi 20 juin à Kinshasa. Domomat et Giscard Tamba étaient là. L'information, c'est un phénomène qui n'est pas typiquement congolais. Les fake news sont un phénomène à l'échelle mondiale, planétaire, et qui... De 2011 à 2024, l'accès à Internet en RDC a connu une croissance significative. Selon différents rapports, le taux de pénétration est passé de moins de 1% de la population en 2011 à environ 17,6% en 2022, puis à 28% de nos jours. Malgré ces progrès, la RDC est encore au bas de l'échelle du classement des pays d'Afrique en ce qui concerne le taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication. Les opérateurs de télécommunications locaux, principaux fournisseurs de services Internet, font face à divers obstacles qui limitent l'expansion de l'accès en ligne pour les citoyens congolais, parmi lesquels l'infrastructure. Le pays est tellement immense et il souffre de deux mots qui ralentissent le déploiement du réseau. Premier élément, c'est un manque d'infrastructure. Le deuxième problème est lié à l'énergie électrique. Et dans l'équation économique de la rentabilité de chaque site, l'énergie aujourd'hui pèse pour 60%. À ces défis, il faudrait ajouter les barrières douanières élevées, l'illettrisme numérique, la pauvreté généralisée et le coût élevé de la connectivité. Certains de ces défis constituent en même temps des opportunités. Les sociétés de télécommunications sont par exemple appelées à se convertir progressivement en sociétés de technologie pour élargir leur budget d'investissement dans la recherche et l'innovation ou encore travailler en partenariat pour lever plus de fonds pour investir dans l'infrastructure technologique dont le coût est évalué à ce jour à 9 milliards de dollars américains. Tant que nous opérons comme opérateurs de télécommunications, nous sommes lourds parce que les investissements que nous faisons sont énormes et la différence principale porte sur le budget. Les TECO investissent plus ou moins 40% dans la recherche et dans l'innovation. Nous, en moyenne, nous sommes à moins de 10%. Faisons aussi autre chose, c'est d'arriver à obtenir le soutien du secteur public. Vous voulez aujourd'hui que nous puissions, dans 5 ans, emmener une certaine collectivité dans certains points très reculés. Il faut tout d'abord emmener une politique incitative fiscale. Au-delà de collaborer entre elles, les sociétés de télécommunications doivent aussi nourrir un partenariat privilégié avec l'État congolais via son institution de régulation, à savoir la RPTC. Aujourd'hui, on parle vraiment d'accès. Cet accès-là va nous permettre à nous, plus tard, de pouvoir même faire évoluer les usages. Et si on fait évoluer des usages, on fait évoluer le secteur. Et quand on fait évoluer le secteur, ça veut dire que la réglementation aussi évolue. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'agilité. Et le régulateur n'est pas seulement, il peut sanctionner, mais il n'est pas que sanctionneur. Mais nous faisons ces plaidoyers. Nous sommes encore... Il faut dire que ces échanges tombent à point nommé dans un contexte où le Congo-Kinshasa entend promouvoir son développement socio-économique en mettant un accent particulier sur la technologie, l'innovation et la propriété intellectuelle. Avec les effets pervers de la révolution des outils de communication, les faux comptes dans les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle les armées numériques, ajouté à la propension de certains officiels du pays à la rétention de l'information, le Congo est-il devenu l'un des pays les plus exposés à la désinformation? Géopolis Télévision a posé cette question au professeur Pierre Tsana, directeur du laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui vient juste de réaliser une étude sur l'écosystème de la désinformation au Congo, a donné des éclairages et quelques recommandations aussi. Il est au micro de Giscard Tamba. L'information, c'est un phénomène qui n'est pas typiquement congolais. Les fake news sont un phénomène à l'échelle mondiale, planétaire, et qu'on associe souvent avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et donc notre pays, participant à l'évolution mondiale, fait aussi face à ce phénomène des fausses informations. Après, on peut identifier dans le contexte national des paramètres typiquement congolais, et puis
Notamment, je crois que c'est possible de faire un lien entre la manière dont ces phénomènes se matérialisent ici et la rétention de l'information, la culture du secret qui est répandue. Évidemment, comme on dit, la nature a horreur du vide. Si vous ne communiquez pas, d'autres personnes le feront à votre place. Il est essentiel de promouvoir au moins 3 choses. La première chose, c'est de renforcer les médias classiques, ou je veux dire le journalisme. Renforcer les journalistes en termes de capacité à accéder aux sources d'information, mais aussi renforcer leur capacité à diffuser les informations, y compris à travers les réseaux sociaux. Vous savez, dans notre pays, le journalisme s'est développé dans un contexte donné et nous avons l'impression que les chevaliers de la plume ont du mal à s'adapter aux évolutions technologiques et se sentent envahis par tous ces producteurs de contenu qui n'ont pas été à leur école. Donc il faut, je crois, aider les journalistes à répondre au rendez-vous de la révolution numérique, à se renforcer professionnellement et être présents de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors l'autre axe de notre point de vue important, c'est l'éducation aux médias. Les réseaux sociaux ont leur réalité, qui sont différentes de celles auxquelles nous avaient habitués les médias classiques. Donc il faut apprendre au public à regarder, à lire et à comprendre les messages des réseaux sociaux, à comprendre les dynamiques qui se développent au sein de cet espace et à comprendre que tous les contenus qui ressemblent à de l'information journalistique n'émanent pas forcément des journalistes. En mission humanitaire en province de l'Ituri, la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rencontré le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, aux côtés de membres du Conseil provincial de sécurité. Ils ont ensemble évalué et projeté les perspectives d'avenir sur la situation de déplacés internes en Ituri. Le point avec la presse militaire de cette province. Au sortir des audiences, Angèle Adikongwe à Tangara a salué la volonté ferme des autorités militaires à stabiliser la province. Grand remerciement à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour son implication personnelle et toute son équipe dans l'organisation de la commémoration de la Journée mondiale du réfugié, que nous allons solennellement commémorer le 20 juin. Le 20 juin chaque année, c'est la Journée mondiale du réfugié. Par ailleurs, la patronne du HCR a réitéré son engagement, celui d'appuyer l'administration militaire dans la recherche de solutions durables. Le HCR, avec le PNUD, nous sommes les leads de ce cluster de solutions durables. Et par ailleurs, pour intervenir dans les solutions durables, il y a d'autres clusters qui interviennent, notamment le cluster abri, que le HCR dirige également. Pour pouvoir avoir des solutions durables, il faut que les déplacés notamment quittent les bâches sous lesquelles ils vivent, qu'ils puissent vivre dans des maisons plus pérennes, plus durables. C'est ce que nous faisons. Nous mettons en œuvre ce programme-là de relocalisation en les pourvoyant en abri plus durables. Nous menons aussi des programmes d'activités génératrices de revenus pour pouvoir permettre que ces personnes se prennent en charge elles-mêmes et qu'elles ne dépendent plus de l'aide humanitaire. Et je dois dire que dans cette direction spécifiquement, j'ai signé un partenariat très innovant avec Equity Bank, à qui je fais un clin d'œil ici, pour voir que les déplacés internes et les réfugiés ont accès au microfinancement qui seront donnés donc par Equity Bank. Il s'y est de signaler que la mutualisation de forces de partenaires a permis d'améliorer la situation humanitaire, favorisant ainsi le retour de plusieurs ménages relocalisés et trouver des abris de longue durée grâce aux résultats des projets de solutions durables mis en place en faveur de déplacés internes. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. Et de l'ordre de 2 millions de maisons
Pour rattraper le retard dans ce secteur, l'impression 3D demeure la solution adéquate, bien qu'elle soit encore loin de réduire le déficit de logement. Des détails avec nos confrères d'Africa News. Un amas de tôles rouillées, c'est l'image qu'offre ce bidonville de Nairobi au Kenya. De nombreuses familles habitent ici, souvent sans toilette ni eau courante. Hyacinthe Awino fait partie de ses résidents. Elle élève ses 4 enfants dans cette petite cabane en tôle. Son mari et elle peinent à réunir les 3 800 $ requis pour acheter un logement appartenant à l'État. Nous aimerions vraiment déménager dans de meilleures maisons, mais nous n'avons pas les moyens de nous les offrir. Ces logements sociaux sont un rêve pour nous, mais nos revenus ne nous le permettent tout simplement pas. Cette machine applique un mortier spécial pour former des murs en béton. Le Kenya a décidé de miser entre autres sur la technologie émergente de l'impression 3D dans la construction des maisons. Une entreprise a utilisé cette technologie pour construire une maison témoin à Nairobi et 10 autres dans le comté côtier de Kilifi. En termes de logement, le Kenya a besoin de 2 millions de maisons. Le Nigeria a plus de 10 millions. Et nous savons que si nous voulons rattraper ce retard, nous devons construire différemment. Nous devons construire à grande échelle, avec rapidité, avec des matériaux à faible teneur en carbone. Et c'est possible avec l'impression 3D. Mais cet optimisme est loin de faire l'unanimité. Pour cet architecte, par exemple, cette technologie est encore loin de réduire le déficit de logement. Malgré le potentiel de la technologie de l'impression 3D, il faudra encore beaucoup de temps pour qu'elle puisse rivaliser avec la brique et le mortier. Avec la brique et le mortier, tout le monde peut construire sa maison où qu'il se trouve, accéder aux matériaux, aux artisans qui peuvent construire la maison et planifier les coûts. L'impression 3D en tant que technologie n'offre pas toutes ces options. Le gouvernement kényan a lancé en 2022 un projet visant la construction de 250 000 logements par an. Félicitaire Mwema est devenu propriétaire grâce à ce plan. C'est le premier endroit où je vis et qui m'appartient en permanence. C'est ici que j'ai commencé à vivre ma vie. Je n'ai jamais vécu ma vie. Maintenant, j'ai commencé à vivre ma vie parce que j'ai de l'espoir. A initié en 2023 une taxe sur le logement, mais elle reste contestée devant les tribunaux. Je l'avais annoncé en titre, les exportations non pétrolières de l'Égypte de janvier à mai 2024 se sont élevées à 16 milliards de dollars contre 15 milliards de dollars américains au cours de la même période de 2023, soit une hausse de 9,8% selon une déclaration du ministre de Commerce et de l'industrie Ahmed Samir. Cette embellie est due à l'essor du secteur agricole porté par les agrumes dont les exportations se sont situées à 1,143 millions de tonnes pour une valeur estimée à 576 millions de dollars, soit 40% du montant des exportations agricoles et représentant 29% de la valeur des exportations égyptiennes. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. En Égypte, les exportations de fruits et légumes au cours de la période allant de septembre 2023 à février 2024 se sont élevées à environ 2,82 millions de tonnes, soit une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Les exportations d'agrumes se sont quant à elles situées à 1,143 millions de tonnes d'une valeur financière de 576 millions de dollars, soit 40% du montant des exportations agricoles et représentant 29% de la valeur des exportations égyptiennes. Une embellie qui s'explique d'ailleurs par des programmes de subvention à l'exportation mis en place par le chef de l'État. L'Égypte domine les exportations internationales. C'est tout d'abord en raison du programme de subvention à l'exportation mis en place par le président, qui prévoit des remboursements d'impôts pour les exportateurs. Deuxièmement, le mécanisme rigoureux de contrôle de la qualité basé sur les normes internationales nous a aidés à ouvrir de nouveaux marchés. Outre les exportations de fruits et de légumes, 3,8 milliards de dollars de matériaux de construction ont été exportés,
Les exportations de produits chimiques et des engrais se sont chiffrées à 2,4 milliards de dollars, tandis que le matériel technique et électronique et les produits textiles représentent respectivement 2,1 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars du total des exportations égyptiennes. L'État a une stratégie pour augmenter les exportations de 10% par an pendant 5 ans. Il ouvre de nouveaux marchés et établit 12 plateformes logistiques dans les pays africains. L'Égypte adhère à des blocs économiques autorisant un accès sans droit de douane pour les produits égyptiens sur différents marchés. La Turquie, l'Arabie saoudite et l'Italie sont en tête des pays importateurs de fruits et légumes égyptiens. Selon les données officielles, sur la période allant de janvier à février 2024, la Turquie a importé pour 551 millions de dollars, l'Arabie saoudite 511 millions de dollars, l'Italie pour 395 millions de dollars et la Libye pour 337 millions de dollars. Une autre façon de vous informer, c'est à travers la presse publiée ce jeudi à Kinshasa. Place à présent à la revue de presse. Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Commençons avec Forum des As qui a titré « Fachi lance les trains du service national ce jeudi à Lubumbashi ». Le président de la République, Félix Tshisekedi, arrivé hier mercredi 19 juin dans la soirée à Lubumbashi, va présider la cérémonie du lancement des trains du service national ce jeudi. C'est une première visite de Fachi dans la région du Katanga depuis sa réélection à la tête du pays. À l'issue d'un bref séjour, le président de la République a regagné son pays par la ville de Lubumbashi. Il va présider ce jeudi la cérémonie du lancement des trains du service national, selon une correspondance de la présidence citée par le web journal 7sur7.cd. Selon Fabien Moutombe, directeur général de la Société nationale de chemin du fer du Congo, le chef de l'État va lancer un projet initié par la SNCC et le service national de Kanyama-KCC. Les jeunes formés et envoyés en Afrique du Sud pour y suivre une formation seront honorés lors de la cérémonie de ce jeudi dans la capitale du cuivre, confie des sources internes à la SNCC. Ces dernières font savoir que plusieurs engins agricoles tout neufs estampillés service national sont déjà exposés à l'explanade de la gare de la SNCC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Sur un autre sujet, toujours avec Forum des As qui titre à l'initiative du VPM Jacquemain Chabani, les gouverneurs formés avant de recevoir leurs ordonnances d'investiture. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a notifié aux gouverneurs et vice-gouverneurs de province des ordonnances présidentielles sanctionnant leur investiture. Cette cérémonie s'est déroulée après une séance d'information et de capacitation des gouverneurs dans le but de les préparer aux défis de la gestion de la gouvernance de leurs entités respectives. Dans son discours de clôture, Jacquemain Chabani a souligné l'importance accordée par le président de la République au développement des provinces et des territoires du pays. Il a rappelé que le chef de l'État avait promis de consacrer une grande partie de son temps à visiter les provinces, à rencontrer la population et vivre parmi elles. À cette occasion, il a donc exhorté les gouverneurs à être prêts à accueillir le président et à l'accompagner dans ses déplacements à travers le pays. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a annoncé l'organisation d'autres sessions de renforcement de capacité dans les 45 jours à venir. L'objectif est de mieux outiller les gouverneurs pour qu'ils puissent remplir efficacement leur mission, poursuit le journal. Dans un autre chapitre, Info 27 titre porte-parole de l'opposition, le poste divise les rangs. Rien d'étonnant dans un contexte politique où en amont le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila avait boycotté les élections et par conséquent n'a aucun intérêt à assumer ce rôle. De même, la coalition Lamouka dirigée par Martin Fayulu qui avait également boycotté les élections législatives n'est donc pas représentée au Parlement. Quant à Katumbi qui a contesté les résultats des scrutins mais qui envisage jouer un rôle au sein du Parlement, il ne devrait théoriquement pas rencontrer d'obstacles majeurs car la majorité de ses électeurs appartiennent à son parti. Le refus de Fayulu à l'égard de Katumbi qui a initié un projet de règlement interne de l'opposition sonne une
une discordance totale. Selon Essidé de Fayoulou, l'approche de Moïse Katumbi est jugée inopportune. De son côté, Délice Sanga ne souscrit pas à la vision républicaine de Moïse Katumbi. Dans une déclaration publique faite le lundi 18 juin à Kinshasa, l'envol a affirmé son engagement envers une opposition démocratique en dehors des institutions et a rejeté les initiatives visant à désigner un porte-parole de l'opposition. Le tabloïd renchérit en disant « Cependant, de nombreux observateurs estiment que Martin Fayoulou et Délice Sanga évitent habilement l'initiative de Moïse Katumbi par pragmatisme, conscient qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour contrer ensemble ou Katumbi qui détiennent la majorité du soutien électoral au sein de l'opposition parlementaire. » C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est sur cette note de revue rendue par Damani Mujinga que nous mettons un point final à ce journal. Mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Vous l'avez suivi, le président de la République a lancé ce jeudi la cérémonie de mise en circulation des locomotives accompagnées de plusieurs wagons pour l'acheminement et l'évacuation des produits agricoles. Ça s'est passé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À l'international, vous l'avez suivi, les exportations non pétrolières de l'Égypte sont passées de 15 milliards de dollars en 2023 à 16 milliards de dollars en 2024, une hausse due à l'essor du secteur agricole. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.